Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Annie Sorel et j'ai créé la société Azea spécialisée sur les achats responsables il y a 11 ans. Mais auparavant, j'avais exercé le métier des achats pendant 25 ans et j'ai été directrice des achats de deux grands groupes avant de créer Azea. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que je connais bien l'évolution du métier des achats. J'ai connu dans les années 90 la recherche de réduction des coûts ou de l'augmentation des marges. Il fallait délocaliser. J'étais directrice des achats pour les opticiens Chris. On me demandait d'aller acheter en Chine. Et j'étais navrée pour les fournisseurs français, notamment de montures, qui se trouvent dans le Jura, parce que je suis née dans le Jura. Donc j'ai malheureusement pas pu en sauver énormément. La plupart maintenant vont travailler en Suisse, mais c'était déjà une question qui me préoccupait à l'époque. Ensuite, j'étais directrice des achats dans la fast fashion, la mode à petit prix, qui habille pour ne pas les citer. Et donc, j'ai connu le sourcing dans tous les pays à bas coût, avec à chaque fois la pression des petits prix, le dumping social et la sous-traitance en cascade qu'on ne maîtrise pas. Alors, comme c'est un métier qui me passionne toujours, j'ai voulu acheter autrement. Et j'ai créé Azea, bien sûr, et je me suis engagée d'abord à l'OPSAR, l'Observatoire des achats responsables, dont je suis vice-présidente, pour faire avancer ce sujet en développant des outils et des instruments de mesure. L'OPSAR, qui était à l'initiative de plusieurs normes, dont une norme ISO internationale sur les achats responsables, la norme ISO 20400, dont j'ai été contributrice au niveau international pendant toute sa conception. Et cette norme, elle est sortie en 2017. Ensuite, je me suis engagée dans une belle initiative française sur la reconnaissance de la maturité achat responsable par l'attribution du label Relations fournisseurs et achats responsables. Je suis aujourd'hui la principale évaluatrice de ce label en France. Enfin, et j'y reviendrai, je suis partenaire et expert du Comité 21. Je suis expert sur les sujets de commerce équitable avec l'association Commerce Équitable France et sur les sujets de handicap et d'insertion avec Andeco. Je vais y revenir plus tard. Alors, pour répondre à la première question, pourquoi acheter responsable ? Eh bien, une entreprise ne peut pas parler de RSE si elle ne regarde pas ce qu'elle achète, où et comment elle achète. Le poids des achats dans une organisation est considérable et représente environ 65% des dépenses ou du chiffre d'affaires d'une entreprise. Et le modèle de la chaîne d'approvisionnement, ou supply chain, est de plus en plus mondialisé et complexe. C'est lié à une très forte externalisation des productions et à la mondialisation des échanges. Toute cette complexité, elle crée un terrain propice à la survenance de risques de toute nature, et cela sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Les risques, ils sont justement sur la sous-traitance en cascade, et le seul responsable, c'est bien le donneur d'ordre, c'est l'acheteur, qui est d'ailleurs lui-même le fournisseur de son client. Donc ce sont des risques accrus que l'on constate aujourd'hui, de réputation, des risques juridiques, des risques financiers et bien d'autres. Et puis, des risques qui peuvent coûter très cher. Au Bangladesh, en 2013, j'imagine que vous vous souvenez, plus de 1100 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement d'un immeuble, le Rana Plaza. On y a retrouvé des marques célèbres de vêtements. Et le monde entier a pris conscience à ce moment-là des conditions de travail dans lesquelles sont fabriqués nos vêtements. C'était vraiment une onde de choc et en partie une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint les travaux de normalisation ISO sur les achats responsables, car on aurait très bien pu retrouver une étiquette qui habille sur les décombres. Je ne maîtrisais pas complètement ma chaîne de sous-traitance, comme les autres. Plus proche de nous, vous vous rappelez la tromperie sur la viande dans les produits Findus. On a retrouvé de la viande de cheval en provenance de Spanghero, qui a d'ailleurs fait faillite depuis, mais surtout ça a débouché sur une crise de confiance des consommateurs et une dégradation de l'image de Findus. D'où les exigences qu'ont les consommateurs, des exigences de plus en plus fortes de traçabilité et de transparence qui sont demandées par eux. Il y a beaucoup d'autres exemples à ajouter malheureusement, mais les chaînes d'approvisionnement, en tous les cas, sont de plus en plus au cœur des controverses. Quelques thèmes de risque auxquels les donneurs d'ordre doivent être vigilants: des violations du Code du travail et plus généralement des droits humains, travail forcé, conditions de travail indécentes pour un salaire insuffisant pour vivre, violation des droits syndicaux, non-respect des conditions de sécurité pour les travailleurs, esclavage moderne, travail des enfants, le droit à un environnement sain, qui concerne les émissions de gaz à effet de serre, responsables du changement climatique, la déforestation, la pollution de l'eau, de l'air ou des sols, ou encore l'utilisation massive des ressources. Ce droit commence à être reconnu en tant que droit fondamental des populations.
Encore un autre exemple, les minerais de conflit ou les minerais de sang, qui désignent les minerais extraits dans certaines zones, principalement la République démocratique du Congo, où ils financent des conflits armés. On retrouve ces minerais dans de nombreux produits, notamment dans les smartphones, sauf si vous achetez des Fairphone, bien sûr. Et ce qui a fait beaucoup bouger les lignes en France, c'est le glissement d'une RSE volontaire vers une RSE obligatoire avec des nouvelles lois. Ces lois, elles contraignent très fortement plutôt les grandes entreprises, mais bien entendu, ça se répercute sur les petites entreprises, enfin toute taille de toute façon. Depuis décembre 2016, les grandes entreprises doivent maintenant mettre en place des mesures de prévention et de détection de la corruption sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Une agence française anticorruption a été désignée pour contrôler et sanctionner. Pour l'instant, rien n'est encore paru, mais je pense que ça ne saurait tarder. Et puis, suite au Rana Plaza, la loi sur le devoir de vigilance de 2017, elle fait obligation pour les entreprises de plus de 5000 salariés de mettre en œuvre un plan de vigilance pour identifier les risques et prévenir les atteintes aux droits fondamentaux, tous ceux que je viens de vous décrire, sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, toutes les grandes entreprises, elles redéfinissent leur cartographie des risques et elles publient leurs mesures de prévention. Évidemment, elles demandent aussi à leurs sous-traitants ce qu'elles font sur ces sujets. Donc, je viens de vous présenter les sanctions, les obligations désormais réglementaires, mais acheter responsable, ça représente aussi des formidables opportunités et c'est aussi les raisons pour lesquelles les entreprises y vont. Par exemple, relocaliser ou produire en France ou faire grandir nos PME. Fini le cost-killing. Moi, je vois maintenant briller les yeux des acheteurs pour qui la RSE donne du sens à la dimension sociale des achats. Et je vois aussi surtout les grands groupes qui suivent désormais tous ces indicateurs pour mesurer ces éléments. Et bien sûr, bon, moi je suis une acheteuse, donc je sais que notre responsabilité, c'est d'avoir des achats performants. Ce que je peux vous dire, et je conclurai là-dessus, c'est qu'en plus, acheter responsable, c'est faire des achats plus performants, donc que demander de mieux? Voilà pour les pourquoi. Maintenant, comment acheter responsable? Comment faire? D'abord, je dirais il faut limiter les freins et parler le même langage avec les parties prenantes. Souvent en interne, les experts RSE, diversité, éthique, sécurité, ils ne parlent pas le même langage que les acheteurs qui sont orientés approvisionnement, logistique, sourcing. Et en externe, comme notre économie est globalisée et les chaînes d'approvisionnement sont mondialisées, on sait qu'un des obstacles à la création de chaînes d'approvisionnement responsables, c'est l'absence d'un cadre harmonisé. Et c'est vrai que ces dernières années, il y avait beaucoup de jargon pour définir ce qu'était un achat responsable, comme vous en voyez des illustrations là sur cette slide. On parlait d'achat vert, d'achat durable, d'achat solidaire, d'achat éco-responsable. J'aurais d'ailleurs pu mettre aussi éco-achat, qui est la baseline d'ASEA. Et en France, comme dans les autres pays d'ailleurs, tous ces termes s'entremêlaient et devenaient confusants. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2017, il n'y a plus qu'un seul document qui fait consensus pour décrire les achats responsables, c'est la norme ISO 20400. Donc vous pouvez jeter toutes les précédentes littératures. Et ce qui fait la force de cette norme, c'est qu'elle est issue d'un consensus international de plus de 60 pays contributeurs. C'est un guide pratique, destiné aux entreprises, publiques, privées, quelle que soit leur taille et leur secteur d'activité. C'est bien sûr un guide pratique avant tout pour les acheteurs, mais qui contient aussi des chapitres à lire par tout le comité de direction et par toutes les parties prenantes internes. En plus, ce guide est volontairement assez réduit, puisqu'il ne fait que 50 pages. Je vais vous donner la définition maintenant la plus acceptée aujourd'hui, c'est des achats responsables. Selon la norme, c'est un achat dont les impacts environnementaux, sociaux et économiques sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie. Donc, elle inclut donc pour les acheteurs, vous voyez, la nécessité de réfléchir aux impacts de leurs achats sur leurs fournisseurs en amont et sur la société en général, ce qui renforce clairement les réflexions sur le cycle de vie des biens et services, sur les externalités et sur l'économie circulaire en général. Cette norme, elle est en cohérence avec les référentiels RSE les plus avancés. Elle est calée sur les 7 questions centrales de l'ISO 26000 et ce qu'elle représente pour les acheteurs. Elle est en cohérence avec les recommandations de l'OCDE ou des Nations Unies, bien entendu avec les réglementations françaises dont je viens de vous parler, que sont la loi sur le devoir de vigilance et la loi Sapin 2.
Elle est en cohérence aussi avec les politiques publiques, notamment européennes, pour favoriser l'accès des PME à la commande publique. Alors les Américains, ils parlent de Small Business Act. Et bien sûr, elle est en cohérence avec les dernières versions des autres normes ISO, type la gestion des risques, la corruption, la 9001, la 14001. Bon, bref, vous n'en achetez qu'une et vous avez tout pour le même prix si vous voulez acheter achat responsable. Alors maintenant, ce qu'on me demande souvent, c'est qu'est-ce qu'on doit acheter ? Bien sûr, il faut acheter des biens et services qui limitent les impacts sur l'environnement, et pas que. Alors pour l'environnement, vous avez des outils qui sont les labels, et vous pouvez bien sûr vous inspirer du guide des labels qui est publié par l'ADEME, qui va vous aider à vous retrouver on parle de la jungle des labels, et ça vous aidera aussi à faire la différence entre les vrais labels et les faux labels. Donc je ne vais pas rentrer trop dans ce sujet, mais c'est aussi une garantie de vérifier un certain nombre de choses du point de vue environnemental. Si vous vous demandez quel est le prix juste, c'est-à-dire à quel prix il faut acheter pour assurer une rémunération décente des producteurs, je vous conseille de lire cet excellent guide pour réussir ses achats professionnels équitables que j'ai coécrit avec la plateforme du commerce équitable. Il est téléchargeable gratuitement. Vous pouvez y trouver des exemples, notamment sur la filière du coton équitable et des vêtements de travail que vous pouvez tous acheter dans vos entreprises en équitable. Ce sujet du prix juste, d'ailleurs, il a fait du chemin, vous le savez, parce que le commerce équitable s'est aussi étendu dans les relations avec les producteurs de nos régions. En tout cas, c'est un label intéressant parce qu'il est très équilibré sur les 3 piliers du développement durable, environnement, économique et social. Après, qu'est-ce que j'achète ? Donc tout dépend évidemment des entreprises et des métiers dans lesquels vous êtes. Auprès de qui vous pouvez acheter ? Bien sûr, il vaut mieux avoir des fournisseurs les plus responsables possibles, qui ont des labels sociaux, des labels RSE, ou qui ont des évaluations RSE, ou auprès de qui vous pouvez faire des audits. Tout ça va contribuer à vous rassurer dans vos choix. Il reste encore beaucoup, c'est un vrai sujet de travail, le sujet d'évaluation RSE des fournisseurs, parce qu'il existe toute une batterie d'outils qui ne sont pas encore optimisés, qui sont peut-être aussi un peu coûteux, notamment pour les PME. Et une des bonnes pratiques que je peux vous citer, ou vous conseiller en tout cas, ce serait de mutualiser vos audits avec des donneurs d'ordre des filières. On voit de plus en plus, Orange mutualise avec d'autres opérateurs télécoms le sourcing des produits numériques en Chine, et ils arrivent à aller jusqu'au rang N-4 de leurs sous-traitants pour vérifier leur responsabilité. Ou Michelin fait ça avec le caoutchouc naturel, etc. Donc les grands groupes nous entraînent à faire ces choses-là. Et un dernier sujet qui monte en puissance pour les acheteurs, surtout depuis la loi de 2008, c'est de faire travailler indirectement des personnes en situation de handicap en achetant auprès du secteur protégé et adapté. C'est une formidable expérience qui est source de performance, bien sûr, et qui, en plus, vous permet de réduire les contributions éventuelles que vous auriez à la GFIP. Je connais bien ce secteur, il s'est professionnalisé ces dernières années à des prix très intéressants. Et je vous recommande la lecture de ce livre qui est réalisé par Andeco et les éditions Dalloz, pour l'aspect technique, bien sûr, mais c'est aussi pour vous aider à faire tomber tous les freins que vous pourriez rencontrer dans votre entreprise, du genre « c'est trop cher, c'est pas qualitatif, ils sont pas assez rapides ». Donc je le dis à chaque fois, mais ça se lit un peu comme un roman, même si c'est du juridique. Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément d'exemples sur ces sujets. Et une des recommandations que je voudrais vous faire aussi sur ce sujet, c'est pour gagner auprès du secteur protégé adapté, pour bien acheter, c'est d'avoir le réflexe, chaque fois, avant tout achat, de regarder si le secteur protégé adapté peut répondre à vos besoins, et vous allez être surpris. Il s'est énormément professionnalisé. Et enfin, pour finir, un sujet auquel vous ne pensez sans doute pas spontanément, c'est est-ce que vous êtes responsable, vous, en tant qu'acheteur, dans vos comportements avec vos fournisseurs ? Comment vous achetez ? Comment vous-même vous achetez ? Vous vous rappelez la crise financière de 2008, après la chute de Lehman Brothers ? Les PME, à ce moment-là, ont fait appel à la médiation du crédit pour obtenir des liquidités. Et cette même médiation, elle a constaté que ce n'était pas un problème conjoncturel, que c'est un problème structurel de relations qui étaient déséquilibrées entre les grands donneurs d'ordre et les PME. Et fort de ce constat, le ministre de l'économie de l'époque, que vous reconnaissez, Christine Lagarde, elle a fait signer à une vingtaine de chefs d'entreprise en 2010 une charte qui s'appelle « Relations fournisseurs responsables » et qui comporte 10 engagements. Vous remarquerez, enfin, en tout cas je vous le dis, c'est être responsable dans ses relations avec les fournisseurs. Ce n'est pas seulement avoir des fournisseurs responsables.
Alors, c'est quoi cette charte? C'est quoi les engagements? D'abord, il y a respecter les intérêts des fournisseurs et des sous-traitants. C'est marqué en toutes lettres. Respecter les délais de paiement fixés par la loi. Établir des conditions contractuelles équilibrées. Garantir une égalité de traitement avec l'ensemble des fournisseurs. Et bien sûr, prévenir la corruption dans vos relations d'affaires. Mesurer les impacts des achats sur la compétitivité économique. Pensez à la consolidation de vos filières. Réfléchir en coût global, voire en coût du cycle de vie. Évidemment, intégrer aussi des critères RSE pour les fournisseurs, que ce soit des critères environnementaux, sociaux, territoriaux. Et enfin, préserver la qualité de vos relations avec vos fournisseurs, par la professionnalisation des personnes qui sont en charge des achats, par la médiation plutôt que le contentieux. Bref, ce qu'on se rend compte, c'est que cultiver la responsabilité et la confiance dans vos relations avec vos fournisseurs, ça paye. Et c'est tout l'objet et l'esprit de cette charte. Et on a peu de temps, mais je souhaitais vous attirer votre attention sur un seul de ces engagements. Et je vous demande, est-ce que vous savez si vous payez correctement vos fournisseurs et dans les temps? Car aujourd'hui encore, et ça depuis des années, les retards de paiement sont un fléau en France. Et ils impactent principalement des PME. Il y a une PME sur 4 qui fait faillite, non pas à cause des commandes qu'elle n'aurait pas, mais à cause de problèmes de trésorerie. Elle ne sait pas qui ne va pas la payer. Donc ça représente quand même 100 000 emplois perdus. D'où des mesures qui ont été prises par Emmanuel Macron lorsqu'il était ministre de l'économie, de sanctionner les mauvais payeurs et de les dénoncer publiquement. C'est la pratique du name and shame. Les amendes aujourd'hui peuvent monter désormais jusqu'à 2 millions d'euros. Donc c'est aussi un des moyens on est obligé d'en passer par là pour réduire ce sujet. Alors cette charte, pourquoi je vous en parle? Parce que je vous recommande de la lire, parce que c'est très inspirant en fait pour rédiger vos engagements achats responsables. Bien sûr, vous pouvez la signer tout simplement. Elle est aujourd'hui signée par 2045 entreprises. Et depuis 2012, ces engagements ils sont vérifiés par une évaluation de tierce partie et par l'attribution d'un label qui est décerné par la médiation des entreprises et le Conseil national des achats. Ce label, il est maintenant adossé aux recommandations de la norme ISO 20400. Il y a aujourd'hui 44 entreprises labellisées, plutôt des grands groupes, même si c'est ouvert aux PME. Et comme je vous le disais, je réalise à peu près 80% de ces évaluations, donc j'ai une bonne vision de ce qui se passe. Mais ce qui me fait surtout plaisir, c'est de voir à quel point les lignes bougent avec ces entreprises. Et tout ce que je défendais depuis des années, mais on ne parlait pas de RSE à l'époque, eh bien aujourd'hui, ça se concrétise. Et ce qu'on a voulu mesurer, là, les 600 milliards d'euros d'achats, ça représente en fait le poids des achats de cet écosystème vertueux d'entreprises qui ont signé ou qui sont labellisées. Et pour terminer, j'aimerais vraiment que vous reteniez qu'acheter responsable, ça ne coûte pas plus cher. Au contraire, c'est être plus performant. Depuis 2 ans, on s'est clairement dit dans le baromètre annuel des achats responsables qui est réalisé par l'Obsar, les acheteurs, ils ont intégré les réflexions au coût global, quelquefois un coût du cycle de vie, et ils commencent à mesurer comment ils créent de la valeur autrement. Et puis, les investisseurs, ils s'intéressent de plus en plus aux enjeux environnementaux, sociaux, de gouvernance qui sont liés à la chaîne d'approvisionnement. Ils sont sensibles à la pertinence de cette norme internationale, ISO 20400, et les agences de notation extra-financière, elles apprécient favorablement les entreprises qui ont mis en place les recommandations. Ça, on le voit de plus en plus, on me parle de finances responsables, d'investissement responsable, et tout est lié. Et pour conclure, je vous donne ici quelques ressources pour continuer vos explorations et votre aventure sur les achats responsables. Bien sûr, vous pouvez aller sur le site de l'Obsar, l'Observatoire des achats responsables, et télécharger un certain nombre de guides pratiques, même si la plupart sont réservés aux adhérents. Je vous recommande de répondre au prochain baromètre Obsar, dont la restitution aura lieu à Paris le 4 février prochain, et vous pourriez être invité. Si vous voulez tout savoir sur la charte et le label, vous pouvez aller sur le site www.rfar.fr. Je vous recommande d'acheter la norme ISO 20400 auprès de l'AFNOR. On sait déjà que c'est un best-seller parmi les normes, et je ne blague pas. Et puis, pour benchmarker sur les pratiques internationales,
sur les bonnes pratiques, avoir des outils et partager des informations. Vous pouvez consulter le site iso20400.org que j'ai créé avec mes camarades de travail du monde entier, tous ceux qui ont contribué à la norme. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si on peut prendre quelques questions ici ou s'il faut que je... Non, on me dit non, je suis désolée, mais je vais aller à l'extérieur et je serai ravie de répondre à vos questions dans quelques instants. Merci de votre attention.